Bonjour à vous, bienvenue sur le direct du jour. Alors, comme sur ma deuxième chaîne principale, j'ai reçu un avertissement, eh bien, je ne peux plus faire de direct pendant quelques temps. Bon, il reste encore 5 jours, je crois, hein. Euh, alors, les raisons pour lesquelles j'ai eu un avertissement, c'est que j'ai mis une vidéo où on voit des enfants des milieux néo-nazis ukrainiens se droguer et j'ai expliqué que ces enfants étaient dans un pays en déshérence, exploités par des mondialistes, puisque, évidemment, à l'âge adulte, après, ils se retrouvent envoyés comme chair à canon au front. Et donc, je disais que ces enfants-là étaient en danger. Le résultat, c'est que YouTube m'a supprimé la vidéo avec impossibilité de faire un recours. Ça a été refusé. J'ai fait recours et mon recours a été refusé. Et le prétexte, c'était mise en danger des enfants. Donc, on voit qu'on a, comme d'habitude avec YouTube, affaire à des gens qui sont hypocrites ou qui alors ont un psychisme totalement inversé, qui font semblant de ne pas comprendre. On sait qu'il y a eu des directives à YouTube pour faire des néo-nazis ukrainiens une minorité à ne pas attaquer. Et on est dans une configuration mondialiste très nauséabonde, malsaine, où des gens qui se sont cachés derrière l'antifascisme, en réalité, ont repris à leur compte ce qu'ils ont critiqué chez les autres pour le refaire à leur sauce de manière dévirilisée, qui explique mes propos sur la réalité du mondialisme que j'appelle néo-nazi écolo-juivisé. Voilà, le Great Reset. Et l'écologie reprend ça assez bien d'ailleurs, à sa manière. On voit les résultats sur l'économie, hein, des positionnements écologique, pour parler de l'écologie politique, mais pour ne parler que de ça. Bref, parenthèse refermée. Donc je viens sur cette chaîne pour compléter ma vidéo sur la substitution mimétique. Et on va voir aujourd'hui, à travers plusieurs interventions extérieures, que tout confirme en fait mes propos. Alors, on parlera de la guerre d'Algérie, qui est un exemple de substitution mimétique. On parlera de cette vidéo où un Français, sur une émission de radio, alors, comment il s'appelle? Éric Branca, pour ne pas le nommer, explique que 60 000 Français sont morts sous les bombardements américains, qui étaient totalement inutiles, ce qui confirme ce que j'avais dit auparavant. Et il parle de De Gaulle, et de comment De Gaulle a été ciblé par les services américains, ce qui confirme ce que j'ai dit dans le passé, mais qui aussi s'inscrit, comme pour la guerre d'Algérie, dans le processus de substitution mimétique et de démolition contrôlée des pans résiduels chrétiens. Voilà. On parlera de Morad El-Hattab, qui confirme un expert, personnage très intéressant, qui a les mêmes positionnements et les mêmes observations sur la géopolitique et l'histoire contemporaine, même l'histoire plus éloignée, hein, notamment sur la réalité du monde anglo-saxon et de son rapport de prédation par rapport à d'autres cultures. Et puis on parlera d'un scandale à Monaco avec un milliardaire russe qui probablement a été victime d'une escroquerie dans des ventes d'œuvres d'art, hein, par un Suisse. Et par le prisme de ce scandale, on verra que le rocher monégasque a été assiégé par sans défendre Monaco, hein, parce que vous allez voir qu'on va bien aborder le rapport mafieux qu'entretiennent les gens, hein, à cet endroit-là. Mais on va bien montrer que le scandale à Monaco avec cette histoire du milliardaire russe que visiblement le prince a essayé de protéger et d'aider, hein, on verra qu'on a affaire à un siège, hein, judéo-maçon français
d'une institution catholique résiduelle, et que ça s'inscrit de la même manière dans le processus de démolition contrôlée de substitution mimétique. Donc, on va commencer par... on va lier, tiens, De Gaulle, la guerre d'Algérie, ça va bien s'articuler. Donc, je vous invite, et je vous mettrai le lien, à écouter l'intervention d'Éric Branca. Je crois que l'émission de radio s'appelle Ligne droite, et le titre, c'est Les Américains ont bombardé gratuitement la France pendant la guerre. Bon, encore une fois de plus, ce que je vous avais expliqué sur différentes interventions se retrouve confirmé par les faits. Et ce qui est intéressant, alors évidemment, il dit que à peu près 60 000 Français sont morts dans les bombardements américains, des bombardements qui étaient totalement inutiles. Moi, j'avais dit que le pays qui avait le plus bombardé la France pendant la Seconde Guerre mondiale, paradoxalement, ce n'était pas ni les Allemands ni leurs alliés, mais les Américains. Et que c'était de la même manière qu'ensuite ils ont testé du LSD dans le pain à Pont-Saint-Esprit, qui répond à une symbolique sur la psyché des Français à l'époque. On a le même processus de dégradation non dit, et ça confirme, si vous voulez, ce que j'expliquais. La Seconde Guerre mondiale a été organisée au détriment de l'Europe pour faire passer, si vous voulez, l'hégémonie économique de l'Angleterre vers les États-Unis et s'enfoncer dans le processus d'aliénation, c'est-à-dire dans le processus de dégradation, c'est-à-dire le processus en réalité de dévirilisation, de juivisation et de dégradation des cultures chrétiennes résiduelles. On s'inscrit dans le processus de démolition contrôlée. Alors évidemment, le narratif a fait passer les Américains pour des libérateurs. La réalité, c'est qu'ils ont organisé la Seconde Guerre mondiale pour dégrader, si vous voulez, un pan nationaliste résiduel et en tirer avantage. Voilà. Et si vous voulez véritablement comprendre l'histoire correctement, eh bien, vous devez comprendre le processus de substitution mimétique et de démolition contrôlée, et de comment, si vous voulez, l'émancipation chrétienne biaisée, c'est-à-dire toutes les branches chrétiennes qui se sont accaparées l'enseignement du Christ et qui n'ont pas en réalité tenu les préceptes spirituels, ont fini, si vous voulez, rattrapés par une sous-jacence prédatrice qui a voulu lui faire la peau tout au long de l'histoire. Ce qui donne, par exemple, les guerres de religion, après la naissance du protestantisme, c'est-à-dire des cultures plus superficielles qui se sont cachées derrière le christianisme pour en fait avoir un apparat, une façade, mais qui n'était qu'un prétexte à dégrader les économies catholiques et à s'y substituer par le bas. C'est comme ça que le catholicisme a été remplacé, du point de vue économique, par le protestantisme, et qu'on a substitué à une ère économique religieuse de type mafieuse, on va le dire comme ça, par une globalisation marchande mafieuse, à tendance juivisée dans le temps, et de plus en plus. Voilà. Et donc, dans ce reportage, on y apprend que De Gaulle, effectivement, était ciblé par les services américains qui voyaient d'un très mauvais œil que quelqu'un qui avait servi de pont-levis, puisque bon, là, c'est moi qui apporte un complément à tout ça, c'est qu'évidemment, ce que vous ne verrez pas dans le documentaire, c'est l'explication du fait que De Gaulle a trahi le nationalisme français et a servi de pont-levis, qui était poreux, Pétain était poreux. Et je rappelle que De Gaulle vient du cabinet de Pétain au départ. Il faut bien le comprendre. Donc, il est passé dans le dos de Pétain et il a servi de pont-levis aux anglo-saxons qui ne voulaient évidemment pas voir les Français devenir des concurrents économiques et les résistants opposés à une concurrence économique avec leur propre modèle. Chose pour laquelle De Gaulle a été ensuite ciblé et viré par cette révolution colorée, comme l'explique Morad El Attab, autre documentaire qu'on abordera et qui confirme mes positions. Ils ont, par mai 68, mis une révolution colorée avant l'heure. Enfin, bon, la Révolution française en était une aussi, si on veut réfléchir à... C'est aussi détaillé par l'intervention du personnage dont je viens de parler. La Révolution française, comme le bolchevisme, comme mai 68, sont des planifications extérieures pour dégrader
un système collectif français qui n'est pas aussi superficiel, mais que les anglo-saxons le sont, mais qui, ne faisant pas d'effort d'extraction du pourrissement, ben, sont dissous par un acide, si vous voulez. Hein. C'est le processus historique de démolition contrôlée, de substitution mimétique. Et donc, De Gaulle a été ciblé par les services américains et viré par l'intermédiaire de manipulation des mouvements de jeunesse, entre autres. Voilà, on parle de mai 68. Pas que ça, mais ça fait partie, si vous voulez, des raisons qui ont accéléré le départ de Gaulle. Je rappelle que De Gaulle, ils ont essayé de l'assassiner. Hein. Il y a pas, au départ, ils ont utilisé mai 68 et d'autres leviers parce qu'ils avaient essayé de l'assassiner et que ça n'avait pas marché. On rappelle, pour le travail qui a été fait dessus, c'est qu'ils ont essayé d'assassiner De Gaulle depuis la Suisse et depuis l'Italie, par l'intermédiaire de sociétés paravent de la CIA qui étaient implantées en Europe et qui rejoignent les réseaux du Gladio, hein, c'est-à-dire l'implantation anticommuniste américaine pour des raisons d'anticommunisme américaine en Europe. Et on retrouve d'ailleurs, virés par les services français de Suisse et d'Italie, deux personnages impliqués dans l'assassinat de Kennedy de près ou de loin. De près pour Cléchot, qui a été viré vraisemblablement lui d'Italie. Hein. On a les documents de l'époque où les services français ont fait virer d'Italie Cléchot, hein, parce qu'ils ont découvert qu'ils étaient en train de planifier l'assassinat de Gaulle, et un peu plus loin pour Mortimer Bloomfield, qui était le partenaire éloigné de Cléchot dans cette affaire, de la tentative d'assassinat sur De Gaulle. Lui, il officiait depuis Bâle, je crois, hein, depuis la Suisse, et les services français l'ont également viré. Voilà. Et on retrouve Cléchot sera, dans l'assassinat de Kennedy, le seul personnage qui sera accusé par le procureur de la Nouvelle-Orléans, puisqu'il faut savoir que à la Nouvelle-Orléans, Cléchot avait également une entreprise paravent de la CIA, et lui était planificateur financier, un personnage particulier avec une facette gay sadomasochiste caractéristique de certains milieux des bons soldats de la CIA. Hein, voilà. Voir l'interview de Pam Griggs que j'ai mis en ligne sur la chaîne qui vient d'être censurée pendant quelques jours et qui explique la réalité de certains milieux militaires et de la CIA devant des cercles d'assassins dévoués aux élites. Hein, voilà. Et donc, Cléchot sera poursuivi par Jim Garrison, le procureur de la Nouvelle-Orléans, qui n'arrivera pas à le coincer à l'époque. Et pourtant, ça s'est joué à pas grand-chose, puisqu'on a toutes les preuves aujourd'hui qui impliquent Cléchot dans l'assassinat de Kennedy, au minimum au niveau de la planification financière de l'assassinat. Alors là, on parle de compagnies comme Permadex, des compagnies qui ont été démasquées pour être des paravents de la CIA. Là, je crois qu'on aborde Mortimer Bloomfield quand on parle de Permadex, mais on a aussi la compagnie ou Cléchot, enfin un des deux. Hein. Enfin, de toute façon, il faut savoir que quand on parle de Cléchot, on parle à l'époque d'un type lié au cercle de l'Amérique raciste, et que quand on parle de Mortimer Bloomfield, on parle du Mossad et d'un agent pro-israélien qui défend les intérêts de Rothschild. Hein, les deux viennent du camp Churchill, d'ailleurs. C'était des proches de Churchill. Je crois que Cléchot, pendant la Seconde Guerre mondiale, était un aide de camp de Churchill. Voilà. Et je crois que on a un profil assez identique, si on accepte les déviances sexuelles, pour Mortimer Bloomfield. Voilà. Bon, si vous voulez un peu plus creuser le personnage de Mortimer Bloomfield, qui est très impliqué, si vous voulez, dans le financement du terrorisme, c'est un vendeur d'armes très impliqué pour Israël, un proche de Ben Gourion, vous dirigez vers le site de Lyndon LaRouche, EIR, Executive Intelligence Review, où, alors pourquoi Lyndon LaRouche? Parce que au groupe Lyndon LaRouche, qui est mort il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, ils ont mis la main sur le carnet d'affaires de Mortimer Bloomfield avec de nombreux détails et de nombreux liens, notamment avec la mafia juive du côté atlantique du Canada, avec des gens comme Edmond Safra ou d'autres. Enfin bon, voilà.
parenthèse refermée pour cette histoire-là, puisque quand on parle de Gaulle, hein, on parle de cette époque où Kennedy a été assassiné, hein, Kennedy qui voulait arrêter la guerre froide, ça aurait pu être un peu plus clair et un peu plus... hein, on aurait pu attendre de Kennedy qu'il soit plus clair sur le sujet, un peu moins ambigu, mais il était en train d'amorcer une désescalade de la guerre froide. On voit les conséquences que ça a aujourd'hui quand on regarde le conflit ukrainien. Mais tout ça est lié, puisque ceux qui ont essayé d'assassiner De Gaulle, qui l'ont viré entre autres mai 68, et qui ont assassiné Kennedy, pour les mêmes raisons. De Gaulle était contre le nucléaire israélien, il n'était pas aussi anticommuniste et pro-otanien que ça. Kennedy avait des positionnements assez similaires et parallèles à cette époque. Voilà, c'est la machine qui est derrière ces assassinats, ces coups d'État, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a l'assassinat de Lumumba, il y a l'assassinat d'Enrico Mattei, il y a d'autres assassinats partout dans le monde à cette époque. C'est la même matrice aujourd'hui qui s'est transmise intergénérationnellement, qui est à l'œuvre en Ukraine. Voilà, avec le processus non plus de protestantisation économique, mais de juivisation économique. On a aujourd'hui, quand on regarde BFM TV, LCI, tout ce que vous voulez, en fait, on voit la mafia juive s'exprimer, manipuler l'inconscient collectif, parce que on voit bien, le conflit en Ukraine est une guerre à forte connotation de mafia juive. Mais on va dire, comme la Première et la Deuxième Guerre mondiale, surtout la Deuxième Guerre mondiale, on voyait les Rothschild derrière pousser pour virer des gens qui s'étaient extraits de la dette bancaire juive. En l'occurrence, Adolf Hitler essayait de lutter contre ça. Et aujourd'hui, paradoxalement, c'est Poutine qui a le mauvais rôle d'Adolf Hitler, c'est-à-dire qu'il refuse de descendre au-delà d'un certain point dans la décadence collective et la dette bancaire juivisée. Donc c'est le nouvel Adolf Hitler. Et c'est toujours la même mafia qui pousse derrière, avec la manipulation collective, notamment à travers des médias. Regardez Ruth Elkrieff quand elle aborde le conflit ukrainien, on a une femme qui couvre les crimes de la mafia juive et qui manipule l'inconscient collectif avec des mensonges évidents. Simplement, ces mensonges se comprennent dans le sens que on est dans la parabole des coqs, c'est-à-dire dans des courants tous sionistes, à forte tendance très poreuse et accommodante avec la mafia juive, que ce soit pour les Russes dans une plus moindre mesure, et d'une manière très accentuée pour les Occidentaux avec Macron. On a des mouvances qui ne sont pas totalement extraites d'un modèle mafieux dont la sous-jacence est juivisée. C'est ce qui explique les oppositions mimétiques et le processus de démolition contrôlée, si vous voulez. Voilà. Je pense que quand les gens se tiennent et n'ont pas d'ambiguïté, ce qu'on observe aujourd'hui dans les oppositions mimétiques n'est pas possible. Voilà. Donc, je continue sur le processus de démolition contrôlée. On a la même machine à l'œuvre à l'époque qui aujourd'hui se transmet intergénérationnellement jusqu'au conflit ukrainien, si vous voulez. Voilà. Et donc, je mettrai en lien l'émission de radio pour que vous puissiez, par le prisme de mes analyses, si vous voulez, remettre le puzzle en place. Puisque, évidemment, moi, ce que je vous apporte en plus, c'est de ne pas mettre De Gaulle sur un piédestal, mais de bien comprendre que Pétain induit De Gaulle, qui induit mai 68, qui induit Sarkozy, Hollande, et puis leurs produits dérivés Macron au service des Rothschild, si vous voulez. Il faut bien comprendre le processus de démolition contrôlée. Voilà. Parce que la narration en France est issue d'une narration post-Seconde Guerre mondiale où on a fait des résistants des héros et où on a fait des Américains des libérateurs. Mais rien n'est plus faux. En réalité, on a dégradé l'Europe identitaire nationaliste pour y substituer des gens de plus en plus soumis à des puissances extérieures qui ont poussé pour cette dégradation. C'est ce qui explique la corruption dantesque de la classe politique française, notamment de la droite et de la gauche, puisqu'on va un peu exonérer l'extrême droite et les communistes qui ont un peu plus résisté que les autres à cette infection, on va dire. Et quand on parle d'infection, ça n'est pas par hasard. On parle de la méthode de contamination typique des anglo-saxons qui avait commencé avec le mildiou contre les Irlandais, mais on l'a vu, je dis ça a commencé, ils ont contaminé les Indiens avec des tas de maladies, et avec le Covid, évidemment, on n'en parlera pas plus pour ne pas trop se faire censurer, mais on voit bien comment ce monde pro-scientifique qui va vers l'humain artificiel progresse sous couvert de
d'accusations inversées ou de se cacher derrière hein, c'est toujours des gens qui se prétendent des gens qui vous soignent, qui vous guérissent, qui vous contaminent et qui en réalité progressent en prétendant vous aider alors qu'il faut le contraire. Hein. Le principe de la guerre au terrorisme, où on prétend que effectivement on combat le terrorisme alors qu'on les finance. On prétend qu'on combat le bioterrorisme alors qu'on est le bioterrorisme. Hein. C'est toujours le même processus. Donc, on a, dans le processus de substitution mimétique et de démolition contrôlée, toute cette période des années 60, et l'héritage de ça se retrouve en Ukraine. Voilà, avec la Russie qui a pris le rôle avec Poutine qui a pris le rôle d'un méchant dictateur, que la démocratie pro-israélienne, en fait, combattrait. Voire, si vous voulez, l'interview entre Medvedev et un journaliste de LCI. Si vous êtes un peu intuitif, vous voyez bien le visage du mal, hein, par l'intermédiaire de ce journaliste qui a l'apparence, si vous voulez, de ce qu'il est, hein, et des gens pour qui il se fait le messager infâme, mais on voit bien l'opposition mimétique entre un Medvedev, qui est un mondialiste pro-russe, hein, il faut le reconnaître, hein, à cause de lui, la Libye est tombée, alors que si ça avait été Poutine, c'est moins sûr, mais dans la progression mondialiste, hein, de démolition contrôlée, la Libye, hein, les Français ont pris une part active dans cette démolition contrôlée. Bon, c'est l'héritage de la France-Afrique avec la prédation de Kadhafi. J'ai déjà parlé du meurtre de Sankara et de la possible implication de Kadhafi d'une manière plus ou moins éloignée avec la France-Afrique. Et la France-Afrique a ensuite prédaté effectivement Kadhafi sur ses ambiguïtés, mais enfin on voit bien qu'un Kadhafi qui voulait émanciper l'Afrique par son biais et qui voulait se sortir de l'influence externe, notamment du dollar, a été assassiné indirectement par les Américains qui ont mandaté les Français et Sarkozy, dont le beau-père était un ponte de la CIA qui a formé Sarkozy, mais qui est un juif qui travaillait aussi pour Israël. On a bien un assassinat d'un arabe d'un arabe qui ne voulait pas, enfin qui n'était pas assez pro-israélien pour qu'il soit toléré, qu'il y avait trop d'ambiguïté. Donc là, on est encore avec un exemple de démolition contrôlée, de fissure qui aboutit à une chute, si vous voulez. Hein, on parle de Kadhafi. Donc, l'articulation, c'était... Alors, je ne sais pas si... On va faire une petite pause. S'il y a des gens qui suivent mon intervention, merci de me confirmer que le son et l'image fonctionnent. Parce que, évidemment, moi, je peux m'embarquer pendant 3 heures d'analyse, mais s'il n'y a pas le son, c'est un peu bête. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne pour me confirmer que le son et l'image fonctionnent? Bon, je vais partir du principe que c'est le cas. Hein, et puis, s'il y a des gens en cours de route, je leur demanderai. Ça s'affiche normalement hein, quand il y a des gens. J'ai vu qu'il y en avait quelques-uns, mais que ça va, ça vient. C'est vrai que ce n'est pas une chaîne où j'ai une grosse visibilité, mais je n'ai plus la possibilité de m'exprimer sur la chaîne de mon choix. Donc voilà. Alors, on parlait de Gaulle, on a parlé de pas mal de trucs. La guerre d'Algérie, voilà, c'est l'articulation de Gaulle, la guerre d'Algérie. On a une victimisation. Alors, est-ce que c'est sur le modèle shoatique? Je ne sais pas, mais on est toujours dans un modèle... par le biais du multiculturalisme, d'un remplacement par le bas de la culture française prédatée, hein, sur ces ambiguïtés, on a une Algérie qui se fait passer pour une victime vis-à-vis de cette époque douloureuse de la guerre d'Algérie. Bon, mon point de vue sur le sujet est assez clair. La guerre d'Algérie a vu des exactions commises de part et d'autre, mais il faut dire que, et ce n'est pas une exonération pour les services français, toute guerre et toute implantation d'un pays dans un autre induit un comportement similaire dans les services d'espionnage, les services d'investigation, de contre-espionnage et ce qu'on appelle les services un peu noirs, hein, les services secrets et
bon, ça induit toujours la torture, parce que vous dites, ah oui, les Français ont torturé en Algérie, ce qui est vrai, hein, je connais plein de gens qui ont parlé de tout ça, des Français. Mais par exemple, quand on prend les Américains en Afghanistan récemment, quand on a vu, vous savez, cette histoire qui a été à juste titre reprochée à Biden, c'est d'avoir laissé des ressortissants américains aux mains des talibans et d'avoir abandonné, si vous voulez, les alliés du régime américain en Afghanistan. On a vu tous ces gens-là qui fuyaient par avion, c'était le sauve qui peut. J'ai fait une interview de Thierry Messon sur le sujet qui m'expliquait que les gens qui fuyaient, c'était pour échapper aux représailles des talibans, puisqu'ils avaient participé avec les services de renseignement américains à torturer la population afghane pour les Américains. Vous voyez que si vous critiquez les Français pour ce qu'ils ont fait en Algérie, mais alors il faut le faire avec les Américains à chaque coup qu'ils s'implantent quelque part, ou avec n'importe quel pays qui s'implante dans un autre pays, si vous voulez. Car c'est un comportement qui existe à tous les niveaux pour tous les pays. Voilà, que ce soit des pays arabes qui regardez ce qui se passe au Yémen ou à d'autres endroits. À chaque coup qu'un pays s'implante et s'impose dans un autre pays, ils torturent avec les services de renseignement, de contre-espionnage, tout ce que vous voulez, souvent des innocents. Regardez les Américains qui ont Guantanamo et qui ont enlevé des milliers de personnes en dehors de toute loi internationale, des gens innocents parfois, pour les torturer pendant des années sans que personne ne puisse rien y dire. Voilà. Ce qui veut dire que si vous critiquez les Français pour la période du colonialisme, il faut le faire avec les Anglais, il faut le faire avec tout le monde. Il n'y a rien de différent dans le comportement des Français de celui qu'on voit avec les Américains en Afghanistan, par exemple. Et pour moi, et donc ça n'exonère pas ce comportement-là, mais de l'autre côté, il y a eu des comportements de barbarie tout à fait nauséabond, hein, de la même manière. Donc, si vous critiquez le comportement des Français là-bas, à juste titre, on peut parler de la pédocriminalité ou le tourisme sexuel aussi dans les ex-sphères d'influence colonialiste. Si vous critiquez les services français en Algérie, il faut le faire pour tout le monde. Voilà. Et il ne faut pas exonérer le comportement de sauvage, de barbare de certains Algériens sur la même époque. Et pour moi, je vais vous dire, on s'inscrit dans une victimisation dont je me pose la question si elle n'est pas sur le mode choatique, sur la décadence collective et le multiculturalisme et la prédation par le bas. Moi, je dois dire qu'aujourd'hui, ce dont on parle en Algérie me paraît être une comédie. Voilà. Parce qu'il faut savoir que quand on parle de processus de substitution mimétique, qui a encouragé, si vous voulez, les Algériens à virer les Français et qui a participé à virer les Français? Mais c'est pas très compliqué. De la même manière qu'il n'était pas question que les résistants puissent imposer leur modèle, il fallait s'approprier les sphères d'influence du colonialisme français pour y substituer les sphères d'influence coloniales anglaises. Donc le but des Américains, c'était d'appuyer, et des Anglais, le FLN, de les armer. Hein, c'est comme le principe des révolutions colorées quand ils veulent virer des dictateurs, enfin des gens qui prétendent être des dictateurs ou qui le sont, quand ils veulent les virer, ils fomentent des révolutions. C'est ce qui s'est passé avec l'Algérie. Et le but, c'était de virer les Français pour s'y substituer. Il se trouve que les Algériens flottent entre plusieurs eaux, mais ils sont de la même manière, le but pour les anglo-saxons, c'est de se réapproprier l'ex-sphère d'influence du colonialisme français. Dire, après que De Gaulle ait trahi, si vous voulez, le nationalisme français, eh bien, il a participé au délitement des ex-sphères d'influence colonialistes françaises. Donc aujourd'hui, la victimisation sur la guerre d'Algérie, il faut dire les choses. Qui est derrière la révolution en Algérie et le fait de virer le colonialisme français? Qui a armé ces gens-là? Mais moi, j'ai des documents de l'armée française qui expliquent qu'ils ont arraisonné des avions chargés d'armes et dont le pilote était un Anglais sous pavillon d'un autre pays pour cacher la chose. Vous voyez? Donc tout ça est prouvé. On sait qui y a derrière cette révolution. Donc il faut arrêter un moment d'être hypocrite et il faut à un moment donné dire voilà, la guerre c'est moche des deux côtés. Il y a eu des exactions commises des deux côtés, mais c'est au milieu d'une farce collective nauséabonde de substitution mimétique et de démolition contrôlée et de dégradation des sphères d'influence colonialiste européennes au profit d'ères d'influence colonialiste plus modernes que les anglo-saxons représentent.
Voilà. Il me semble que vous preniez les Russes en Afghanistan ou les Français dans l'ère colonialiste, tout n'a pas été mauvais dans ce qu'ils ont apporté. Et ils ont apporté des tas de choses. Et il ne me semble pas que l'Algérie soit mieux gérée avec l'éviction des Français que sans la présence qu'avec la. Il ne me semble pas que l'Algérie est mieux gérée sans les Français qu'avec les Français. Voilà. En tout cas, ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé. Ça aurait pu mieux se passer, mais il n'y a pas eu, ni de la part de De Gaulle, ni de la part des Anglo-Saxons, des acteurs, et ni des Algériens, des acteurs capables de manière apaisée de gérer un passif douloureux pour que ce soit réglé correctement. Ça s'est pas mieux passé avec les Algériens qui sont venus en France parce qu'ils avaient été les alliés des Français. Hein. Tout ça s'est passé d'une manière totalement abjecte, hein, et choquante. Voilà. Mais c'est parce qu'il n'y avait pas des acteurs matures, posés et sages. Voilà. Mais ça, c'est le patrimoine d'une France qui, depuis 1789, s'est enfuie dans une immaturité judéo-maçonne laïcarde dont on voit encore les relents par le scandale à Monaco, hein, puisqu'on a une petite entité catholique, monarchique catholique, on va dire, qui est soumise à une certaine tutelle française, qui se retrouve dans le cadre de l'exercice de la justice mélangée. Et on voit bien que par cette espèce de faille du rocher, eh bien le système laïcard judéo-maçon s'infiltre pour essayer de dissoudre sur les ambiguïtés mafieuses ce qui reste de ce vestige, si vous voulez. Voilà. Et quand on parle de cette affaire du milliardaire, voilà, j'ai étudié un petit peu l'affaire en regardant je mettrai toutes les références, le scandale à Monaco. On a véritablement, c'est avoué par le juge français qui était central dans cette histoire, un type qui défend la laïcité et on est bien inscrit dans le délire immature anti-religieux de la France post-1789. C'est son héritage, si vous voulez. Alors, ça n'exonère pas le fait que Monaco est un système de blanchiment d'argent et d'être très mafieux. Hein. Je crois que le type était très étonné qu'on se serve de la Croix-Rouge pour faire des affaires. Il faut bien comprendre que les mécènes de la Croix-Rouge ne se servent pas de la Croix-Rouge de manière si altruiste que ça. C'est une manière peut-être de blanchir de l'argent, de faire des affaires, si vous voulez. Et donc, il y a des taxes qui sont prévues. Ça, ce sont des méthodes mafieuses. Mais ceci dit, est-ce que la France est bien placée pour faire la morale à cette partie-là du monde? Vous voyez Macron qui va planquer son fric dans le Delaware là, ou dans le Massachusetts après avoir volé l'argent des Français en ayant travaillé pour les Américains? Je veux dire, est-ce que c'est cette France-là ou la France de François Hollande ou de Jacques Chirac ou de Sarkozy ou de Mitterrand? Est-ce que cette France-là, elle peut faire la leçon, si vous voulez, à Monaco? Je veux dire, quand on veut nettoyer, il faut avoir les mains propres. Et donc, on a, si vous voulez, un système mafieux monégasque qui est un système crapuleux où les gens s'arrangent un petit peu à l'ancienne, si vous voulez, mais qui est prédaté, qui est assailli, un rocher assailli par une mafia judéo-maçonne qui aimerait bien dissoudre. C'est son credo, le vestige catholique qui reste à Monaco. Et donc la question, quand vous regardez le documentaire, je vais vous donner le titre, c'est Scandale à Monaco, les révélations d'un juge. Bon, il y a une mafia à Monaco, ça a été mis en lumière, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, la question qu'il faut se poser dans cette affaire, si vous regardez le documentaire, c'est un milliardaire russe qui habite à Monaco, qui a été victime d'une escroquerie s'il a acheté des œuvres d'art. On sait très bien comment les milliardaires passent par l'art, si vous voulez, pour des raisons patrimoniales et de tout un tas de raisons qui ne sont pas toujours aussi. Vous voyez, il y a d'une façade philanthropique chez les gens, chez les élites, si vous voulez, qui cachent tout autre chose. Bon, et le type a acheté pour beaucoup, enfin, il a acheté pour des milliards, si vous voulez, d'œuvres d'art. Et il a, selon lui, été victime d'une escroquerie sur le sujet en particulier de plus d'1 milliard.
La question, quand vous regardez le documentaire, n'a pas été posée de savoir s'il a été effectivement victime d'une escroquerie. Parce qu'à la limite, vous pouvez vous dire, tiens, le spécialiste du prince Albert a dit, ils ont discuté avec le milliardaire et ils ont observé qu'il avait été probablement victime d'une escroquerie. Et dans ce cas, ils ont essayé d'aider leurs collègues, si vous voulez, russes. Moi, à la limite, si j'avais été un juge et que j'avais un peu révélé la magouille, j'aurais été voir le prince Albert et leur ai dit, voilà, est-ce qu'il est établi que votre collègue a été arnaqué de plus d'1 milliard? Dans ce cas, vous vous êtes arrangé pour attraper, si vous voulez, le Suisse, là, le vendeur d'art. Vous le faites à votre sauce. Bon, vous retombez sur vos pieds si le type est véritablement coupable, mais ça a mis en lumière que vous avez un système qui n'est pas, qui est tout à fait arbitraire, qui n'est pas impartial, et c'est un modèle mafieux, et donc, bon, ça peut passer pour, si le type est bien coupable d'escroquerie, cette fois-ci ça passe, mais vous allez faire en interne, régler ce problème de népotisme, de corruption et d'arrangement, qui est d'un ancien temps, si vous voulez. Vous pourrez avoir eu ce règlement. Maintenant, le problème, c'est que si le type n'a pas été victime d'une escroquerie, c'est à la justice de trancher, et que pour ça doit être impartial. Mais on a bien, si vous voulez, une opposition entre un modèle de tendance archaïque pour certains, d'économie religieuse. Hein, Monaco, c'est régi par le roi et par la catholicité. Donc on a un ancien modèle, si vous voulez, qui est assailli sous couvert d'excuses quelque part par un autre modèle mafieux judéo-maçon qui essaie de le dissoudre. Donc je ne fais pas l'apologie ni des uns ni des autres, si vous voulez. Je dis juste qu'il faut bien observer ce processus comme étant inscrit dans la substitution mimétique et la démolition contrôlée. Voilà, je ne défends pas le prince Albert. Pour critiquer le Monaco, je dirais que tout le monde a cru intelligent que ce mariage avec une actrice américaine, c'est un pont-levis pour l'anglo-saxonisation. Et ça ne va pas plaire, parce qu'évidemment, je ne crois pas que le prince actuel se soit marié par hasard avec une nageuse, je crois, sud-africaine ou australienne, ou je ne sais pas. On est aussi dans un processus de superficialisation et d'anglo-saxonisation. Et Monaco s'est ouvert à cette superficialisation, si vous voulez. Donc Monaco n'est pas ciblé non plus par hasard. De la même manière que Louis XVI s'était ouvert aux idées libérales, et on a vu que le modèle libéral à l'anglo-saxonne lui a fait la peau. Donc, vous voyez, on ne peut pas aborder l'histoire sans comprendre le processus de substitution mimétique et de démolition contrôlée, où les anciennes sphères chrétiennes pourrissantes dans un modèle mafieux sont dégradées par une sous-jacence superficielle mieux organisée, qui est un modèle mafieux aussi, mais qui se cache derrière la réforme, le protestantisme, et ensuite, quand on va dans le bout du délire, le Talmud, qui est un système de prédation par le bas et de dégradation, si vous voulez. On n'est plus dans la dégradation de la catholicité par le protestantisme, là on est dans la dégradation de toutes les branches par le judaïsme talmudique. Voilà. Donc on a une substitution qui va jusqu'à la mafia juive, dont on voit aujourd'hui avec Igor Kolomovski, qui vient de s'enfuir avec à peu près 30% des ressources de l'Ukraine, je crois, c'est 30% du PIB ukrainien. Lui, il s'est enfui en Israël. Voilà. C'est ce genre de mafieux-là qui a mis en place Zelensky, par l'intermédiaire des médias qu'il possédait, et ça répond totalement à la couverture de ce crime par la mafia en France, juive, avec Grudel Kriev, Bernard-Henri Lévy, qui accompagnent les mafieux juifs en Ukraine. C'est une guerre de mafieux juifs contre Poutine aujourd'hui. Quand vous voyez des politiciens de droite ou de gauche aujourd'hui oublier la France, c'est la mafia juive qui manipule ses pions. Voilà, il faut être clair. Cette guerre en Ukraine, aujourd'hui, c'est comme la guerre de Rothschild pour la Seconde Guerre mondiale contre un résiduel allemand, notamment, qui s'est extrait de la dette bancaire juive. On a aujourd'hui une mafia juive organisée contre Poutine. Voilà. Et Rutel Kriev a usurpé l'identité d'une journaliste française alors qu'elle est la porte-parole de la mafia juive qui couvre le crime, si vous voulez, de la mafia juive. Enfin, de la mafia juive, oui, absolument. Voilà, mafia juive qui est impliquée dans l'assassinat de Kennedy. De la même manière, on a des personnages comme Meyer Lansky et d'autres. Bon, on va pas revenir à l'assassinat de Kennedy, s'il vous plaît. Voilà. Mais aujourd'hui, oublier
la politique française de droite et de gauche. Non, c'est la mafia juive, voilà, par l'intermédiaire des écolos, par l'intermédiaire de la droite et de la gauche, les seuls qui s'expriment, en réalité, ce sont des golems, ce sont des marionnettes pour une entité mafieuse juive qui a totalement pris le contrôle des États-Unis. Il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà. Et ils ne représentent absolument pas la démocratie, mais ils vous le font croire. Voilà. Et comme on a une France qui est inscrite dans l'idéologie anti-catholique, anti-religieuse en général, et laïcarde, judéo-maçonne, on a des gens qui se sont écartés de... Alors, je ne dis pas que la catholicité ou les branches chrétiennes sont inscrites dans la religion, en réalité, dans l'absolu, car en fait, elles sont tombées parce qu'elles avaient, comme à Monaco, un régime poreux mafieux, si vous voulez, qui était un prétexte à s'y substituer. Mais en attendant, on a une France culturellement qui s'est écartée, si vous voulez, d'un chemin spirituel et qui est donc la proie de la réalité de leur rapport mafieux, qui est en fait, c'est exploité par la mafia juive, qui a mis en place l'arnaque de la Shoah sur l'arnaque de la Seconde Guerre mondiale, où tous les escrocs se sont fait passer pour des libérateurs. La réalité, c'est que sur la déshérence collective, et sur l'hypocrisie et la mauvaise foi collective, c'est-à-dire à être des criminels qui se font passer pour des libérateurs, mais les Juifs ont tout à fait compris qu'en mettant en place la Shoah, ils allaient accentuer le phénomène de démolition contrôlée. Et donc, les gens qui se sont écartés de tout aspect spirituel sont la proie du Talmud et de la parabole des coqs. Mais c'est tout à fait logique si les gens ne font pas l'effort de s'extraire, si vous voulez, de leur rapport de consumérisme pro-technologique mafieux au détriment de toute émancipation spirituelle. Voilà. Donc, vous voyez, le processus de substitution mimétique et de démolition contrôlée est un axe central et majeur pour comprendre l'histoire. Vous ne pouvez pas regarder, si vous voulez, l'interview là, sur les Américains qui ont bombardé gratuitement la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Si vous ne comprenez pas le processus de démolition contrôlée dont je vous ai parlé avec Pétain qui induit De Gaulle, qui induit mai 68, vous ne pouvez pas avoir le prisme complet. Voilà. Et en parlant de compléter le prisme, eh bien, regardez, on a un expert qui tombe sur les mêmes observations, les mêmes constats. C'est Morad El-Attab qui, sur le processus historique, tombe exactement sur les mêmes constatations, avec un point supplémentaire, c'est qu'il est plus précis, plus factuel et qui s'appuie sur des sources. Voilà, moi je le fais par intuition. Lui, il a travaillé, et donc je vous encourage, moi, à travailler sur ce que propose ce personnage, puisque c'est pour mes abonnés, pour les gens qui suivent, c'est une mine d'informations complémentaires et de précision, si vous voulez. Voilà. Ça permet de confirmer que je ne parle pas dans le vent et que mes analyses ou mes intuitions ne partent pas de nulle part, si vous voulez. Voilà. Là, vous aurez, avec Morad El-Attab, les faits et les références que moi, je ne vous apporte pas. Voilà. Vous croisez et vous aurez, en travaillant sur la multiplication des informations, une vision beaucoup plus correcte de la chose et les certitudes vont venir. C'est-à-dire que vous direz, oui, vous n'aurez plus de doute. Là, vous allez dire, oui, on est tombé dessus. Ça tombe juste. D'ailleurs, ça tombe à tel point juste que vous voyez, on vient de prendre la guerre d'Algérie, De Gaulle, Kennedy, Monaco, et tout ça tombe exactement sous le même prisme de prédation et de démolition contrôlée. C'est quand même pas un hasard, si vous voulez. Alors après, il y avait une autre référence. Est-ce qu'il y avait une autre référence? Monaco, El-Attab, Branca, l'Algérie, De Gaulle. Non. Vous voyez, plus le temps passe et plus, si vous voulez, les faits confirment les analyses faites ici. Voilà. Et moi, ma santé s'améliore de jour en jour. J'avoue que j'ai été malade pendant quelques années. Je me demande si j'avais pas une tumeur, hein, pour être honnête. Et c'est en train de tout ça de se résorber. Et c'est vrai que depuis que je suis dans le département de la Lozère, qui est le département le moins peuplé de France, hein, je crois qu'il y a 76 000 personnes, hein,
ma santé s'est fortement améliorée. Bon, on peut dire qu'on est en altitude, que l'air est un peu plus respirable et qu'on y est bien. Voilà. Alors, même si, malheureusement, moi j'aime bien les forêts de pins, hein, mais c'est pas des forêts endémiques, quoi. Tout est, on n'est pas dans la. Je crois que la dernière forêt primaire, elle se trouve dans les Vosges, c'est le massif du Ventron. Bon, il faudrait faire un test un jour de voir si d'habiter à proximité d'une forêt primaire vous permet de vous ressourcer de manière beaucoup plus efficace que dans des forêts recomposées, si vous voulez. Bon, la nature, de toute façon, qu'elle ait été ravagée ou pas, arrive toujours à s'exprimer, si vous voulez, hein. C'est déjà un bon point. Mais l'homme a fait beaucoup de dégâts, hein. C'est-à-dire qu'évidemment, tous les modèles économiques substitutifs vont avec un bouleversement de la nature. Bon. Je vais vous dire que plus le temps va passer, plus, si les gens ne font pas d'efforts d'inverser la tendance, plus la situation va s'aggraver. Parce qu'il ne faut pas croire que le modèle écologique va sauver la planète. C'est un modèle qui ne s'est pas émancipé de ce qu'il a critiqué, mais qui a été engendré par ce qu'il a critiqué, qui n'en est qu'une sous-version, qui s'est cachée derrière la sophistication de la science pour prétendre être le progrès, si vous voulez. C'est pour ça que ce que proposent les écolos induisent des facteurs d'électricité plus élevés. C'est parce qu'ils ne proposent pas de toute façon d'alternatives viables et que leur décision de fermer le nucléaire engendre des catastrophes au point de vue des tarifs, avec une idéologie comme pour Monaco anti-russe qui induit des inepties, si vous voulez, des inepties que les Français payent au quotidien avec l'augmentation des prix. En Allemagne, c'est la rouverture des centrales au charbon. On est vraiment, je pense, avec les écolos, dans les gens les plus ineptes et les plus déconnectés de la réalité. Et ces gens-là ne doivent pas gérer des économies. En Allemagne, c'est catastrophique. Et je ne dis pas que tout est mauvais dans la volonté de s'extraire des modèles pétro-gaziers. Il faudrait s'extraire. Mais ils n'ont pas le rapport émancipatif qui leur permette de proposer, si vous voulez, quoi que ce soit qui soit autre chose que de la... Ça va aboutir, ça aboutit déjà à une gabegie et à voilà, c'est catastrophique. Alors, bon, après, je peux partir un peu plus à l'aventure sans me référer au documentaire que je viens d'aborder, mais on peut... Truss, là, en Angleterre. Bon, l'Angleterre, pour moi, est un pays obscène, au point de vue politique, plus que sur d'autres sujets. Enfin, voilà, la bonne femme, elle dit qu'elle est prête à utiliser l'arme atomique, quitte à aller à l'annihilation totale. C'était sûr qu'elle allait être élue en disant ce genre de conneries, hein, parce que c'est l'Angleterre, quoi. Voilà, c'est ce que les gens veulent, hein, là-bas, les Rothschild, la parabole des coqs. Donc l'autre, évidemment, hein, c'est une politicienne, donc elle a blablaté pour être élue, si vous voulez. Enfin, on est dans une ère tellement obscène que moi, je ne suis pas surpris qu'elle ait été élue, si vous voulez. Mais elle ne va pas se dire, Johnson c'était déjà quelque chose d'obscène, Boris Johnson, mais là, c'est de pire en pire. Je veux dire, à chaque coup, les Anglais proposent des gens de plus en plus ineptes. C'est quand même hallucinant. Moi, je pense que c'est dommage que personne... je ne sais pas, moi, j'imagine un président français qui dit, voilà, les Anglais ont élu Truss, là, hein, et la France est une puissance nucléaire, elle a donc un devoir moral de préserver la paix en Europe, et elle ne peut pas accepter qu'une politicienne anglaise se permette ce genre de propos dans une époque aussi instable. Et donc, on aurait pu espérer un politicien français d'envergure qui explique qu'il doit prendre des mesures spectaculaires et assez offensives pour que les Anglais arrêtent leur cinéma, quoi. Donc, c'est-à-dire fermer l'ambassade anglaise, virer les anglo-saxons du pays et mettre un ultimatum. C'est-à-dire que si elle n'est pas virée, la France va intervenir pour neutraliser l'Angleterre, qui est une fauteuse de guerre par excellence. Avec Israël et les Américains, on ne fait pas pire que ça, quoi, hein,
pour créer des guerres, les alimenter. Voilà, c'est un pays obscène au point de vue politique, particulièrement sur le point de vue politique. Et on ne devrait pas tolérer qu'une responsable politique qui arrive à un si haut niveau puisse tenir ce genre de propos. Voilà. Mais on n'est pas dans une ère de raison, hein, dans une ère de calcul. D'ailleurs, moi, plus je vois le conflit ukrainien et plus je vois les Ukrainiens servir de chair à canon et de se faire démolir par les Russes. Pour être honnête, hein, moi j'ai accès à des vidéos sur le théâtre d'opération. Les Russes sont en train de démolir les Ukrainiens. Et j'ai pas l'impression que la contrepartie, les Occidentaux, en fait, cherchent à gagner cette guerre. J'ai l'impression qu'on est dans le modèle, ils n'arrivent pas, si vous voulez. Donc, en fait, ils font un peu comme Hillary Clinton a fait avec le diplomate américain à Benghazi, hein, en Libye. C'est-à-dire que pour des raisons de carriérisme, on sacrifie certaines personnes. Vous savez, c'est à un moment donné, vous avez certains rabbins juifs ou certains juifs qui se mutilent en se mettant des croix nazies pour accuser le fascisme et accélérer la déshérence collective, avec des accusations inversées. De la même manière, quand vous avez des gens qui essayent de s'investir sur un théâtre d'opération, qui prennent une pâtée, ils se démolissent en interne. C'est l'histoire aussi de Charlie Hebdo, hein, des attentats de Charlie Hebdo, où la violence française juivisée ne pouvant pas s'exprimer au-delà d'un certain point sur les théâtres internationaux au niveau du terrorisme financé, ce terrorisme est rebalancé en interne. Hein, voilà. J'ai l'impression qu'on est avec l'Ukraine dans le sacrifice des Ukrainiens sur le terrain pour rien. Hein. C'est la guerre nauséabonde, stérile par excellence, hein, cette guerre en Ukraine. C'est exploité par la mafia juive, mais ça a vraiment quand même une connotation d'obscénité collective et Alors, effectivement, les Rothschild se foutent un peu de la gueule des goyim, parce que quand vous avez des personnages comme Bernard Lévy, quand ils appuient ce genre de guerre, eux-mêmes ne la feraient pas. Hein. En fait, ils encouragent les gens dans leur obscénité à en faire plus, si vous voulez, pour en profiter. C'est ce que je dis, on est aussi dans un phénomène de substitution mimétique. On a des gens qui trollent, voilà, pour prendre un terme. On a des trolleurs juifs qui poussent les gens à se... Et on a des Rothschild qui s'expriment sur le sujet en parlant de Zelensky et en disant que dans le futur, il sera vénéré comme le héros des goïms. On voit bien qu'ils se moquent des goïms et dans leur incapacité de s'extraire de leur ineptie voyoucrate, si vous voulez. Et c'est exploité par la mafia juive. Mais quand on parle quand on parle de l'Ukraine, il y a quand même il ne faut pas être dupe. Il y a quand même un passif communiste extrêmement génocidaire et meurtrier sur toute une partie de l'Europe qui a induit, si vous voulez, un sentiment de haine envers la Russie et qui n'a pas été soldé. Voilà, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais l'appareil d'État bolchevique tenu par les Juifs, hein, qui l'ont fait au nom d'Israël, mais pas du tout parce qu'ils étaient intéressés par améliorer la culture des goyim, bien au contraire. L'appareil d'État répressif bolchevique a induit des massacres de masse et a donc jeté l'opprobre sur la Russie intergénérationnellement. Et on retrouve probablement ce legs de haine exploité aujourd'hui en Ukraine. Voilà. Et c'est quelque chose qu'il faut aborder, parce qu'on parle toujours de victimisation des uns des autres, de dire, voilà, il y a des crimes en Algérie. Il y a des tas de crimes au point de vue historique, et ça laisse toujours une marque. Mais il faut savoir que, pour le cas de l'Ukraine, et pour le cas d'autres parties de l'Europe de l'Est, les plus gros massacres de l'appareil d'État bolchevique ont été perpétrés par une intelligentsia juive, et qui n'était pas du tout ni pro-russe, ni quoi que ce soit. C'est un peu comme en Ukraine, ils ne sont absolument pas pour les uns pour les autres, ils sont pour qu'il y ait le plus de massacres et de dégradations possible au profit d'Israël. Et ils ne peuvent le faire que parce que les gens n'inversent pas le processus. Donc c'est ce que je disais, hein.
après la Seconde Guerre mondiale, eh ben, le bolchevisme avait été, au départ, comme la Révolution française, fomenté pour détruire la chrétienté des pays concernés, hein, l'orthodoxie d'un côté, la catholicité de l'autre. Et le but, c'était de faire des réformes industrielles pour faire juxtaposer dans une homogénéisation les gens, hein, la culture slave et le reste. Il se trouve que la France a eu un vestige social qui nous donne notre système de santé, notre système d'aide sociale, que la prédation anglo-saxonne essaye de s'approprier, et qu'elle progresse grâce à des chevaux de Troie comme Macron, hein, qui sont la poursuite de mai 68 intergénérationnellement avec toutes les caractéristiques de vice et de vice et de mimétisme. Hein. J'ai expliqué le mimétisme avec entre Macron et Poutine. Hein. Je ne vais pas revenir là-dessus. On voit bien comment Rothschild suit, si vous voulez, la décadence anticatholique d'un côté pour la rebalancer de manière mimétique et par des accusations inversées contre l'héritage, si vous voulez, d'une autre entité que les Juifs ont créée et qui vient du communisme. Poutine ses parents étaient investis pendant la Seconde Guerre mondiale du côté communiste, et lui vient du KGB, si vous voulez. Hein. Donc il y a un mimétisme. Mais comme je vous dis, des deux côtés, on a affaire à des entités très juivisées, même Poutine. Et c'est ça qui fait qu'on est dans la parabole des coqs pour ces cas de figure-là, et que la mafia juive exploite tout ça. Hein, avec, je l'ai dit, le rapport des juifs au foncier explique que quand les gens ne prennent pas soin de leur terre, leur but c'est de se le réapproprier parce qu'eux ils savent quoi en faire. Mais c'est exactement la même transposition qu'on peut faire au point de vue spirituel. Quand les gens ne sont pas spirituels et se complaisent dans des modèles mafieux, eh bien, la mafia juive est une sous-jacence qui exploite ça, si vous voulez. Voilà. Alors, Poutine essaye de redresser un peu la barre, d'aller vers l'orthodoxie, mais bon, pour moi, on est toujours dans Gog et Magog et les Russes ne sont pas extraits de cet aspect-là. La Shoah n'a pas été remise en cause parce qu'elle sert aussi à couvrir les crimes communistes, hein, il ne faut pas être dupe. Et ils sont dans les vaccinations. Ils essayent progressivement de dire qui est responsable de la création du virus et des vaccinations, que c'est une stratégie. Les Chinois sont en train de plancer tout ça, mais on a affaire au point de vue globaliste aussi avec les Chinois. Quand on parle de substitution mimétique, alors là, le modèle chinois néolibéral est une copie mimétique de l'Occident qui essaye de s'y substituer et qui en tire parti. L'avantage des Chinois, c'est que leur modèle traditionnel familial n'est pas complètement disloqué et ça leur donne un poids considérable dans les oppositions, si vous voulez. Ce qui fait qu'il n'est pas impossible que, avec le travail de sable des anglo-saxons contre les Européens, hein, là vous regardez les documentaires que j'ai cités, vous allez comprendre, on est en train de tiers-mondiser l'Europe au profit de la passation de pouvoir entre l'Occident et puis la Chine. Et évidemment, Israël a tout à gagner à voir les Occidentaux chuter, les Chinois monter, parce que la Chine est retardée par rapport au point de vue du développement. Ils partent de très loin, si vous voulez. Donc, ils sont à un niveau plus bas. Et donc, évidemment, plus des pays africains sous-développés où la Chine prenne du poids, et plus les Israéliens prennent du poids et du relief au détriment de l'Occident qui chute, si vous voulez. Donc moi, je ne serais pas surpris de voir progressivement les Israéliens, après avoir phagocyté et rongé le bulbe pour faire des références littéraires du passé de leurs golems respectifs, essayent de passer, si vous voulez, à un golem potentiel chinois, si vous voulez, qui serait beaucoup plus en accord avec leur rapport pour les Juifs, c'est non émancipé, parce que leur émancipation aux Juifs c'est avec les circoncisions, ils ont acté leur soumission internationale, ils se complaisent dans un modèle matérialiste de soumission, hein, qui remettent en cause par des fausses rébellions, mais qui, à cause des circoncisions, reviennent invariablement à une soumission, si vous voulez. Et je pense que pour les Israéliens, ils ont tout intérêt à voir les Chinois émerger. Et je ne serais donc pas étonné qu'ils essayent, c'est probablement déjà le cas, de s'investir de plus en plus, de moins en moins en Occident, de plus en plus probablement avec les Chinois. Maintenant, est-ce que le modèle chinois est ouvert à la juivisation comme les modèles occidentaux? Je ne connaissais pas assez la culture chinoise. Je sais que leurs modèles familiaux ne sont pas dégradés. On n'en est pas au wokisme, vous voyez, et à la castration chimique des gamins. Hein, on n'est pas à ce point-là en Chine encore.
Voilà. Mais l'émergence de l'Inde et de la Chine est une substitution mimétique en soi, hein, par rapport aux modèles occidentaux qui procèdent de l'affaissement. Hein, voilà. Il faut être clair. En fait, on peut même compléter mon analyse aujourd'hui par le fait que l'antifascisme, le combat antifascisme, est une imposture que les judéo-protestants ont soigneusement entretenue pour empêcher, si vous voulez, une tenue responsable et nationaliste des pays européens qui auraient donc, par là même, proposé des économies plus compétitrices. Voilà. Ce qui fait que on a eu, après la Seconde Guerre mondiale, une cloche qui s'appelle l'Europe, une cloche américaine sur l'Europe, pour empêcher l'émergence de concurrents. Et on a liquidé, évincé systématiquement les nationalistes qui, de fait, hein, c'est naturel, ont une proposition de défense souveraine que les Américains ne tolèrent pas. Voilà. Donc on a une mascarade antifasciste qui ne tient plus aujourd'hui, puisque les mêmes qui se cachent derrière l'antifascisme sont alliés à des néo-nazis. Je veux dire, on ne peut plus arnaquer les gens sur la Shoah quand on est allié en Ukraine à des néo-nazis. Vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai mis une vidéo sur une de mes autres chaînes. On voit Jon Stewart, qui est un juif américain, une célébrité au point de vue... bon, c'est un animateur hein, de shows télévisés, mais il a aussi fait des films, The Faculty, pour ceux que ça intéresse. C'est intéressant, quand on parle du Covid, de regarder ce film, d'ailleurs. Il y a toujours un peu cet aspect-là de... c'est comme Body Snatcher. Hein, c'est vraiment, là, on est dans la substitution mimétique et là, on est dans le côté hollywoodien qui aborde ce phénomène-là et qui accompagne et qui l'encourage, si vous voulez. Hein. On avait aussi l'invasion des profanateurs, ce genre de choses. Bon, on peut parler de The Thing, on peut parler de tout un tas de références de substitution mimétique, de transformation organique. C'est toujours relié à, en fait, la symbolique extraterrestre qui est la symbolique derrière laquelle les mondialistes se cachent pour parler du culte technologique et du monde artificiel qui se substitue au reste. Mais enfin, on a... je parlais de The Faculty pour parler de Jon Stewart. Voilà. On a, sous couvert des Warriors Games 2022 que l'armée américaine a organisé à Walt Disney, on a un présentateur juif qui remet une médaille à un néo-nazi, si vous voulez, ukrainien. Voilà. On est dans une... Et je dis, sur la vidéo, j'explique, Walt Disney est devenu, si vous voulez, le repère des pédocriminels et de tout ce qui va dans le transgenderisme et la prédation sur les gamins. Donc je disais, avec cette vidéo d'un présentateur américain juif qui remet une médaille lors d'un événement organisé par l'armée américaine à Walt Disney, on est dans toute l'ineptie mondialiste du bas du niveau intermédiaire de la pyramide mondialiste, si vous voulez. On est dans tout le délire grotesque de la décadence collective. Voilà. Et je crois que les lobbies pédocriminels n'ont jamais été aussi puissants qu'à notre époque. Je veux dire, c'est quand même hallucinant. Moi, je suis tombé sur une photo d'Hunter Biden avec une gamine de 5 ans, il l'avait habillée avec des porte-jartelles et des talons aiguilles. Voilà. Ce type-là n'est pas poursuivi. Il n'y a pas de raid dans sa villa. Il est, je veux dire, un type qui se fait choper dans la rue avec de la drogue aux États-Unis, il part en tôle. L'autre, le fils de Biden, le gars, c'est un drogué, mais avoué en plus. Hein. Il est en permanence avec des gamines à poil. Il a été impliqué dans une affaire de corruption en Ukraine où il connaissait rien, mais il faisait partie du comité directeur du comité de conseil de Burisma, une compagnie gazière ukrainienne. Je veux dire, tout ça, Biden l'a même expliqué lui-même. C'est pareil, on a un type qui a triché pour les élections, qui est un type corrompu, probablement un pédocriminel. Mais comment, je veux dire, voilà où est-ce que je veux en venir. Les Américains nous bassinent les oreilles avec leurs films où ils se font passer pour des super-héros qui défendent la liberté. Mais en réalité, regardez, où ils sont les Américains là quand il s'agit de... Parce que le mal est à la Maison-Blanche. Il a toujours été, hein, les partout pédocriminels de George Bush, sous George Bush le père. Bon. Où ils sont les héros américains là?
pour chasser Biden, qui est un escroc, un voleur, un criminel, si vous voulez. Ils ont une grande gueule, mais ils ne sont capables que de faire le mal. Quand il faut faire quelque chose d'inversé, il n'y a personne. Voilà. Il faut être clair avec les Américains. Où est-ce qu'ils sont, les Américains, là? Ils ont un pédocriminel à la Maison-Blanche qui détourne du fric, qui encourage les Noirs à tuer les Blancs, qui autorise, si vous voulez, à ce qu'on castre les gosses. Ils sont en train de se faire empoisonner en masse. Où est-ce qu'ils sont, les héros de notre époque contemporaine? Parce que si c'est pas maintenant qu'il faut se battre, quand est-ce qu'il faut se battre à un moment donné pour sauver les choses? Non, vous avez des gens qui ont une grande gueule, qui se font passer pour des héros buildés, et on voit qu'en fait, en réalité, voilà, il a dit, Biden, là, que, en fait, 60 à 50% de la population américaine serait un danger pour la démocratie, selon lui. C'est-à-dire, il a dit les électeurs de Trump sont un danger pour la démocratie, ce qui représente la moitié quand on regarde l'électorat, là, ça fait une partie immense de la population. Dans les mythiques de Trump, c'est bondé de monde. Au mythique de Biden, il y a 12 personnes à tout casser. Voilà. On a une ineptie aux États-Unis, on a des Américains qui sont en train de montrer, pour les naïfs qui ne le savaient pas, qui sont en train de montrer toute l'ineptie de leur culture qui est en train de s'effondrer. Parce qu'à force de foutre le bordel chez les autres à l'extérieur et de ne pas travailler à se fortifier à l'intérieur, voilà ce qui se passe. Une société qui s'effondre et qui n'est pas capable de proposer des groupes de défense de leur culture. Voilà. Voilà la réalité. Je pose la question, ils sont où les héros américains aujourd'hui? Moi, j'ai vu Trump dans son élection, au départ, avant qu'il soit élu président, dans sa campagne électorale, il disait oui, Hillary Clinton est la femme la plus corrompue de l'histoire politique, elle devrait être en prison. Ah, j'ai dit bravo, bravo, c'est bien. Et une fois qu'il a été élu, la première chose qu'il a dit, ah, elle a trop souffert. J'ai dit, mais le type est une baltringue. À un moment donné, tu ne peux pas prétendre nettoyer le marécage. Les riches entre eux, ils se tapent jamais, hein, mais lui, il a fait l'erreur. C'est que c'est pas un type. Je veux dire, il n'est pas assez dur et mauvais, quoi. Je veux dire, avec ses adversaires. Les Américains sont capables, quand il s'agit de taper les ennemis d'Israël, ça, ils sont bons. C'est-à-dire de faire toutes les conneries de l'inversion. Alors là, il y en a des Américains. Pour moi, hein, ils ne sont pas chrétiens, les Américains. Voilà. La plupart des. Voilà, c'est pas une culture chrétienne pour moi. C'est une culture de tendance très satanique. Et on voit très bien aujourd'hui que quand il est question de lutter, de se battre, parce que c'est là qu'on peut devenir un héros, de montrer le visage de la lutte du bien contre le mal, si on veut être caricatural et simpliste. Ils en ont l'occasion, là. Mais où est-ce qu'ils sont? Ils en sont à des super-héros Marvel bisexuels. Je... Excusez-moi, c'est pas drôle, c'est la misère humaine. Mais c'est un pays qui a un très très mauvais karma et qui est en train de le payer, si vous voulez. Alors on ne peut que espérer que collectivement, il va y avoir une réaction, qu'il y aura des héros américains qui vont réussir à... Mais le problème, c'est que, voilà, il ne faut pas... Nous, on s'extrait de tout ça et de ce genre de choses, parce qu'il y a une facette qui est une facette de l'imposture entre extrême droite et anti-extrême droite, hein, donc on est d'extrême droite, extrême gauche. Le problème, c'est que quand l'extrême droite arrive au pouvoir, c'est toujours pour donner une force d'impact. C'est comme si, à un moment donné, Trump était arrivé au pouvoir ou Marine Le Pen et qu'il soit utilisé pour combattre les Russes et donner une force d'impact que les autres n'ont pas dans leur opposition. Et ça, c'est vraiment le pire des scénarios, si vous voulez. C'est comme quand Pétain est arrivé pour gérer la gabegie de la France politique d'avant, si vous voulez. Le but, ça serait d'avoir un Trump ou une Marine Le Pen qui ne manquent pas de qualité l'un et l'autre à leur niveau respectif, pour s'allier notamment avec Poutine contre leurs ennemis communs. Les mêmes qui parlent de Poutine en tant que dictateur, ce sont ceux qui essayent de faire la peau à Trump. Voilà. S'il n'est pas assez intelligent pour le comprendre, ben, tant pis pour lui. C'est tout le problème des Américains qui ont toujours été dans l'anticommunisme, c'est-à-dire
dans l'anti-Russie comme des pions israéliens qui finissaient, si vous voulez, la démolition contrôlée du golem soviétique zombifié résiduel. Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont, la réalité, ils sont trop superficiels dans leur anticommunisme pour faire autre chose que de travailler à la démolition contrôlée. Et ça, il faut le savoir. C'est un gros danger avec les Américains. Voilà, moi, une Amérique de Pompeo, ça ne me va pas du tout. C'est une Amérique horrible. C'est une Amérique de satanistes. Voilà. On peut dire, ah oui, Pompeo, Trump, c'est moins pire que Biden. Mais c'est Dumb and Dumber, c'est Pipo et Molo. Il faut vraiment avoir des gens qui soient capables de s'extraire de ça. Alors Trump a essayé des trucs intéressants. Derrière l'affaire Epstein, je pense qu'il a essayé de cibler, si vous voulez. C'est pour ça que les autres ont flippé. Parce qu'ils ne pensaient pas une seule seconde que Trump allait pouvoir être élu. Et ils sont tombés de haut, si vous voulez. Et donc, ils ont mis en place une fraude électorale massive et ils ont repris les choses à leur compte. Donc Trump a bien essayé quelque chose. Le problème, c'est qu'il est ambigu et qu'il est dans une culture anglo-saxonne de déportés. Et donc de gens qui sont malheureusement dans un psychisme plus porté vers Judas que vers le Christ, sans s'en rendre compte forcément. Et c'est pas qu'ils n'ont pas les capacités d'inverser la tendance, mais il faudrait aussi que les Européens soient capables de montrer le chemin, puisque ce n'est pas un produit dérivé de l'Angleterre de gérer, si vous voulez, une collectivité, et notamment une Europe qui, historiquement, c'est quand même pas à des jeunes adolescents, parce qu'au point de vue de l'histoire, l'Amérique est une adolescente. Hein. Ils ont quoi ? Ils ont l'hégémonie depuis 1945. Hein. D'ailleurs, c'est le plus jeune empire, avec le plus de conneries aussi. C'est quand même pas des jeunes adolescents avec un flingue et une immaturité chronique et pathologique de dire à des plus anciens quoi faire, si vous voulez. Et le problème, c'est que on marche sur la tête dans les rapports entre l'Europe et les États-Unis, ou l'Angleterre, qui est un produit dérivé du continent. Voilà. Ces gens-là ne devraient pas... Ces civilisations-là, on devrait, en tant qu'Européens, historiquement et de manière mature, les porter, c'est-à-dire leur montrer la direction. Or, bien souvent, les Européens sont bien contents de les voir en tant qu'éloignés, bloqués dans une superficialité entretenue, ce qui entretient toujours une haine aussi. Faut être clair. Il faut aussi être honnête, hein, la plupart des Européens ne sont pas forcément responsables de ça. Hein. Mais le pourrissement européen induit une ineptie où on voit des produits dérivés dire à des produits historiquement plus établis quoi faire. Je dis produits, pas comme des produits dérivés. Produits, c'est peut-être pas le bon terme. On a une culture de gens dérivés qui est en train de dire à une culture historiquement plus ancrée quoi faire, à des cultures historiquement plus ancrées quoi faire. Ça, c'est tout le problème de l'Europe qui n'est pas capable de redresser et de montrer la voie et de porter, si vous voulez. Alors ça, c'est très problématique. Et il faut espérer qu'il y aura quelque chose qui se passe. C'est possible, hein, c'est tout à fait possible. Il suffit d'un déclic. Les gens collectivement ont l'habitude de toute façon de tourner leur veste en fonction de... Là, il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte que les Américains sont en train, avec l'histoire de l'Ukraine, de jouer, mais comme ils l'ont toujours fait, un double jeu par l'intermédiaire de politiciens débauchés, en fait, de couler l'Europe, intentionnellement. Bon, jusqu'où le déclic va se faire, ça, c'est autre chose. Voilà. Alors, je vois qu'il y a des gens en ligne. Est-ce que vous pouvez me confirmer que le son et l'image fonctionnent, que j'ai pas l'air un peu idiot de m'embarquer dans des monologues pour rien. Bon, quoi qu'il en soit, là, j'ai fait le déroulé de ce dont je voulais parler. Il me restera à mettre les liens. Et puis voilà. Bon. Encore une fois de plus, moi, je vous invite à vous extraire de ces oppositions mimétiques. Ah, super. Merci à Maury de Montfort.
de vous extraire de ces oppositions mimétiques et de travailler à votre émancipation personnelle. Le problème, c'est que on pourrait toujours être tenté de s'impliquer dans des mouvements de terrain pour changer la donne. Mais il faut être capable d'observer les choses et de voir s'il y a une possibilité ou pas. Ça ne sert à rien de s'engager sur le terrain quand il n'y a pas d'ouverture ou de possibilité. Voilà. Et parfois, eh bien, il vaut mieux laisser les gens aller droit dans le mur et assumer leurs conneries. C'est délicat de dire ça parce qu'en laissant faire, malheureusement, on est indirectement complice de ce qu'on critique. C'est toujours très délicat. Mais n'oubliez pas que quand on travaille à son émancipation personnelle et qu'on arrive à un certain niveau, on n'est pas dans le même cas de figure des gens qui sont coincés dans la bourbe du monde matérialiste et les égos froissés et narcissiques. Et qu'on ne répond pas forcément au même degré d'implication. Voilà. Les conflits qu'on voit aujourd'hui sont des conflits d'idéologie juivisée, de tendance choatique, on va dire. Et moi, je vous encourage à vous extraire de ça. Et ça passe par parce que les gens qui sont impliqués sur les terrains, sur les guerres, sont des gens qui ont un rapport matérialiste relatif à ça. Donc, le but, si vous en êtes capable progressivement, c'est de vous extraire de toute porosité avec ça pour ne pas y être inclus, si vous voulez. C'est le meilleur moyen de vous protéger. Le sage dira toujours que le meilleur moyen de ne pas avoir d'ennui, c'est de cultiver à se nettoyer soi-même pour ne pas avoir d'aspérité qui vous porte, si vous voulez, à être en contact avec les problèmes. Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde. Voilà. Ça n'empêche qu'on peut être frustré de voir le niveau collectif et de voir ce qui se passe. Bon, voilà. Le niveau est très, 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 très bas hein, au point de vue collectif et il n'est pas question de perdre de plume et de tomber dans la passion pour quelque chose qui devrait de moins en moins vous concerner. Voilà, ça c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Voilà. Bon, ça fait quand même pas mal de trucs abordés. Et donc, bah voilà, 1h20 bientôt de direct, c'est très bien. Bon, si vous avez des questions, je suis à disposition comme d'habitude. Hein. Là, pendant 2-3 minutes. Et ensuite, eh ben, j'arrêterai le direct. Et puis, si vous n'avez pas pu poser vos questions, bah, mettez-les en commentaire et j'y répondrai. Voilà. Donc, on a vu le scandale à Monaco, les révélations d'un juge, l'intervention de Morad El Hattab sur le système monétaire international au cœur de la guerre. On a vu l'intervention d'Éric Branca sur Ligne droite, avec le titre Les Américains ont bombardé gratuitement la France pendant la guerre. On a abordé De Gaulle et la guerre d'Algérie. Et on a inscrit ça, hein, je veux dire, dans le processus de substitution mimétique de démolition contrôlée, exploité par le talmudisme, c'est-à-dire par la mafia juive, et sur la déshérence collective. Voilà. Il faut bien prendre conscience de ça. Bon, ben voilà. Ça a été encore une intervention, j'espère, qui sera utile et qui a été, on peut l'espérer aussi, qui sera fructueuse en tout cas. Voilà, qui permettra aux gens d'avoir un déclic, de mieux cerner les choses, de se réveiller et de remettre les choses en place. Passez une bonne soirée et bonne santé.